Londres, le 30 janvier 1969. Au commissariat, l'agent Ray Shayler, 25 ans, commence son service. Et vers midi, le standard s'affole. Des appels dans tous les sens et une quantité importante de plaintes pour nuisances sonores. Dans le quartier huppé de Savile Row, des bureaux se plaignent d'un vacarme assourdissant venant du haut d'un immeuble. Alors, l'agent Shayler, accompagné de quelques collègues, est envoyé sur place pour en savoir plus et pour calmer la situation. En arrivant au 3 Savile Row, siège d'Apple Corps, il comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de voisinage ou d'une manifestation improvisée. Devant le bâtiment, une foule s'est amassée. Les regards sont rivés vers le ciel. Les Beatles sont là, perchés sur les toits, en train de jouer ensemble pour la dernière fois. Depuis août 1966, après leur live au Candlestick Park de San Francisco, les Beatles ont arrêté de se produire en concert. Et l'une des principales raisons, c'était ça. Les cris du public étaient tellement forts qu'ils ne s'entendaient même plus jouer. Les fans étaient en transe, au point que les amplis étaient inutiles. Je devais simplement garder le rythme. Si j'allais faire un break, c'était comme en silence, vous voyez. Je regardais le pied de Paul ou le cul de John et je me demandais où on en était. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Et on a pris une décision consciente. On devenait des musiciens lâches. Les Beatles décident donc en 1966 d'arrêter de faire des concerts. On est en 1968, et après avoir passé du temps en Inde pour méditer et composer, les Beatles reviennent avec une trentaine de morceaux en tête. Ce sera l'album blanc, un disque légendaire, foisonnant, expérimental, qui marque autant leur génie que leur fracture. Parce que oui, le groupe va de plus en plus mal. Et ça en grande partie depuis la mort de leur manager, Brian Epstein. Brian, c'était plus qu'un simple manager, c'était un ami proche, que certains surnommaient même le 5e Beatles. Depuis sa mort, le groupe n'a plus vraiment de guide, et humainement, c'est de pire en pire. En août 1968, Ringo claque la porte, après une embrouille avec Paul McCartney sur son jeu de batterie sur Back in the USSR. Il reviendra, mais le geste est fort. Même le batteur, d'ordinaire plutôt discret, craque. De son côté, George Harrison étouffe. Il compose de plus en plus, mais ses chansons sont moins prises au sérieux que celles de Lennon ou McCartney. Et puis, John Lennon, lui, il est ailleurs. Pris dans son histoire d'amour avec Yoko Ono, il s'éloigne du groupe. Il vient souvent avec elle en studio, ce qui n'était jamais arrivé avec les autres compagnes. On avait l'impression d'être ses courtisans. C'était horriblement gênant. Il y a eu beaucoup de tensions pendant l'élaboration de l'album blanc. À cela s'ajoute une addiction à l'héroïne qui rend John Lennon instable. Et Paul, qui tente de garder le cap, tient les rênes, dirige, insiste, parfois trop. Et même autour du groupe, ça s'écroule. En pleine crise, le producteur mythique George Martin s'éloigne doucement. En bref, le groupe est au bord de l'implosion. Et pourtant, l'album blanc qui sort fin 1968 rencontre un immense succès. L'album est un véritable chef-d'œuvre, allant du rock brut à de la musique expérimentale. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Rocky bursting and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. Alors, dans l'espoir de ressouder le groupe, Paul a une idée. Un retour sur scène. Il propose d'organiser un concert filmé devant un véritable public. Une façon de reprendre contact avec les fans, oui, mais aussi d'unir les membres du groupe en prenant plaisir à jouer ensemble sur scène. Et son idée s'accompagne d'un documentaire sur les répétitions. Et c'est un certain Michael Lindsay Hogg qui va se charger de la réalisation. Michael Lindsay Hogg, c'est un réalisateur anglo-américain, considéré comme l'un des pionniers du clip musical. Et oui, dans les années 60, il réalise de courts films promotionnels pour des chansons.
C'est ce qu'on appellera plus tard des vidéoclips. Michael est donc sollicité pour filmer le groupe, ok. Et l'idée est simple. Capturer les Beatles en train de répéter, d'improviser et de jouer dans les conditions du direct. Le projet commence le 2 janvier 1969 au Twickenham Film Studios. Mais d'abord, il faut trouver un lieu pour le concert. Et pour organiser ce concert, il faut un endroit adéquat. Plusieurs endroits sont donc évoqués, comme Hyde Park ou le Royal Albert Hall. Mais à force de réflexion, le choix est fait. Et ça sera le théâtre antique de Sabrata, en Libye. Mal Evans et Glyn Jones, membres de l'équipe des Beatles, se préparent à partir en repérage. Le groupe se donne un délai de quelques jours pour écrire, composer et finaliser les nouvelles chansons destinées à être jouées devant le public. L'événement est donc prévu pour le 18 janvier. Sauf que, dans la même journée, une dispute éclate entre Paul et George. Yeah, okay, well, I don't mind. I'll play, whatever you want me to play. Or I won't play at all if you don't want me to play. Whatever it is that will please you, I'll do it. But I don't think you really know what that one is. Et 4 jours plus tard, George quitte brusquement le groupe. I think I'll be leaving the band now. When? Now. Tout ça redéfinit clairement les plans du concert. Après son départ, les 3 autres Beatles continuent à jouer dans une ambiance tendue, en improvisant et parfois accompagnés des vocalises de Yoko Ono. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules, ok? George Lennon suggère même de remplacer George par Eric Clapton. Yeah, if he doesn't come back by Tuesday, we get Clapton. Mais bon, McCartney s'y oppose fermement. Et arrêtez-vous 2 secondes et dites-vous que dans un univers alternatif, on a Eric Clapton qui fait partie des Beatles. À la suite du départ de George, les Beatles se réunissent en privé chez Ringo pour discuter de l'avenir du groupe. La première tentative de réconciliation tourne court. George, excédé que Yoko parle à la place de John, quitte la réunion. Quelques jours plus tard, une nouvelle rencontre a lieu, toujours chez Ringo. Et cette fois, le dialogue s'apaise. George accepte de réintégrer le groupe, mais pose 2 conditions essentielles. Changer de lieu de répétition, car les studios du Twickenham sont jugés froids et inadaptés, et abandonner l'idée du concert filmé. Du coup, le concert prévu le 18 janvier, c'est ciao. Le projet prend donc une nouvelle tournure. Enregistrer un album dans les conditions live, en capturant en vidéo le groupe en studio. Mais bon, Paul et Michael restent fermement attachés à l'idée d'un concert devant un public. Ils ne vont pas lâcher l'idée de sitôt. Après que George ait posé ses conditions pour revenir, le groupe cherche un autre studio de répétition. Les Beatles évoquent à plusieurs reprises le nouveau studio d'un de leurs amis, Alexis Mardas, surnommé Magic Alex. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent Beau Gosse. Ce dernier est censé leur construire un nouveau studio dans les sous-sols du siège d'Apple Corps au 3 Savile Row. Et ce Magic Alex, il leur vend un max de rêves. Il leur dit que le studio prometteur est doté d'un matériel révolutionnaire à 72 pistes. Et ça, c'est une révolution qui contraste avec les équipements habituels à 4 ou 8 pistes utilisés jusqu'alors. Et tout ça tombe super bien, le groupe souhaitant fuir les tensions vécues lors de l'enregistrement du précédent album au studio EMI. Le groupe décide donc de tenter l'expérience dans ce nouveau lieu. Mais à leur arrivée, ils découvrent un chantier désastreux et un équipement inutilisable. George Martin, producteur des Beatles, est alors contraint d'emprunter 2 tables de mixage à EMI et d'installer en urgence un système fonctionnel dans le studio, le tout en un petit week-end. Pour un nouveau départ, ça commence très mal. Le 20 janvier, les Beatles y répètent pour la première fois à huis clos, et c'est plutôt positif. Les répétitions se passent bien, et les Beatles arrivent à jouer ensemble sans que de disputes n'éclatent. Ok, alors tout ça n'efface pas les tensions passées, et le groupe reste tendu. Mais ça, c'est sans compter l'arrivée d'un homme qui va réussir à réunir ce groupe au bord de l'implosion une ultime fois. Le 22 janvier, Billy Preston, un ami des Beatles, leur rend visite. Billy Preston, c'est un claviériste archi talentueux qui a collaboré avec les Beatles sur plusieurs de leurs albums. Il rencontre les Beatles à Hambourg en 1962,
alors qu'il n'a que 16 ans. Né en 1946, il a travaillé avec des légendes comme Ray Charles, les Rolling Stones, Sam Cooke ou encore Little Richard. Ah, et Billy Preston, c'est aussi ce génie qui est derrière le hit Nothing from Nothing. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Immédiatement, Billy vient jouer quelques titres avec les Beatles, et c'est l'alchimie parfaite. Billy apporte un jeu funk et gospel, créant des atmosphères qui complètent parfaitement les compositions des Beatles. Dès son arrivée, le groupe aménage des passages de leurs chansons pour que le claviériste y incorpore des solos. Sauf que c'est pas tout. Ce mec, c'est une crème. Mais genre, vraiment, il est super good vibes, trop gentil, hyper souriant. Et alors que les répétitions des Beatles sont d'habitude très tendues, lui, il insuffle clairement une nouvelle énergie, beaucoup plus positive. Le groupe reprend plaisir à jouer ensemble, mais surtout, le groupe recommence à sourire. La présence de Billy apporte beaucoup, humainement et musicalement. Et sans le savoir, Billy Preston va devenir pour un ultime et dernier concert le 5e Beatles. Et cette bonne ambiance insufflée par Billy va redéfinir les plans. Si George ne voulait plus d'un concert devant un public, l'idée revient doucement jusqu'à être plus ou moins acceptée. Le 22 janvier 1969, l'idée d'un concert en plein air à Primrose Hill, quartier de Londres, flotte dans les airs comme un dernier espoir de communion avec le public. Mais très vite, la réalité rattrape les rêves. Le site n'est pas viable pour un concert. Bon, et à force, cette idée de concert commence doucement à s'éteindre. 3 jours plus tard, au cœur des répétitions, une nouvelle idée émerge, inattendue, presque absurde, et pourtant brillante. Michael, le réalisateur, s'approche de McCartney. Et si les Beatles se jouaient sur le toit? Plus particulièrement celui de leur studio, 3 Savile Row, juste au-dessus de là où ils répètent en fait. L'immeuble surplombe Londres comme une scène suspendue au-dessus du monde. Et après des semaines d'instabilité sur un probable concert, cette idée semble enfin simple et concrète. Enfin, simple pas si sûr. Parce que ce concert, c'est un véritable défi technique. Bon, déjà, en termes d'image, c'est un véritable enjeu technique. Filmer sur les toits, c'est pas si facile que ça. On est en 1969, et je te rappelle qu'une caméra à cette époque, ça ressemble à ça. C'est une captation dans un espace super limité, avec des angles hyper difficiles à gérer. Bon, en plus, Michael prévoit au moins 4 caméras sur les toits, une dans l'immeuble d'en face et une autre dans la rue, pour capter à la fois les Beatles, la ville et les réactions du public. Il a même l'idée d'utiliser un hélicoptère pour des prises de vue aériennes, mais bon, mollo, faut pas abuser non plus. Il n'y a ni drone ni technologie moderne, et ça peut paraître simple aujourd'hui, mais ça l'est clairement pas à l'époque. Les caméramans deviennent le temps d'un concert de vrais acrobates. Ajoutez à ça la gestion du son et de l'image simultanée, et on se retrouve avec un concert pas si simple que ça à filmer. Mais bon, vous l'avez compris, rien ne fait peur à Michael qui va tout faire pour que le show tienne debout. Sauf qu'il y a un problème de taille à régler, celui du son. Qui dit captation extérieure dit bruit ambiant. Et on parle pas d'un peu de bruit, hein. On parle de la ville de Londres. En plus, l'enjeu est double. Capter le son et l'enregistrer pour pouvoir exploiter les pistes audio sur un album, et offrir un concert de qualité suffisamment convenable pour les passants en bas, à 9 mètres du sol. Pour résoudre ces défis techniques, Glyn Johns et George Martin sont sur le coup. Mais un homme va jouer un rôle crucial. Alan Parsons. Alan Parsons, c'est alors un jeune assistant ingénieur du son, âgé de 20 ans seulement, lors du concert sur les toits des Beatles.
Sauf qu'il est encore loin de la notoriété qu'il gagnera plus tard. Car oui, ce mec, c'est un véritable génie de la musique. Il participe à des albums majeurs comme Abbey Road des Beatles ou encore The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Mais tu le connais peut-être aussi, car il fondera des années plus tard The Alan Parsons Project, lançant une brillante carrière. Alors âgé de 20 ans, il joue un rôle crucial. Et entre les températures glaciales à peine 8 degrés, le vent et la circulation urbaine, la captation du son est un enfer. Alors, il a une idée géniale, couvrir les microphones avec des bas en nylon. Une astuce artisanale mais redoutablement efficace qui va permettre d'enregistrer le groupe avec un son nickel. En plus de cela, Alan va être celui présent sur les toits pour aider les musiciens à s'installer. Parce que oui, Glyn Johns et George Martin, eux, se trouvent dans le studio au sous-sol de l'immeuble. Bon, certes pour superviser l'enregistrement, mais aussi car ils étaient affreusement inquiets à l'idée de finir au poste de police pour trouble à l'ordre public. Parce qu'ils le savent, ce concert est complètement illégal. Ils n'ont aucune autorisation et ils savent que le concert peut rapidement prendre des proportions folles. Et parlons un peu de l'organisation pour le concert, parce que c'est quelque chose. Sur le toit, chaque instrument et voix était enregistré via des câbles reliés au sous-sol, où étaient installés 2 magnétophones 8 pistes. Des câbles doivent donc traverser les 6 étages du bâtiment, du rooftop au sous-sol. Là-dessous, dans un studio de fortune, George Martin et Glyn Johns supervisent la captation en temps réel. Et le projet est d'autant plus complexe qu'il s'agit d'un enregistrement live, sans aucun overdubs. Autrement dit, l'idée c'est de rien rajouter après, ni correction, ni instrument. Il fallait donc gérer le mixage, surveiller les niveaux, éviter les saturations et s'assurer que la météo ne perturbe pas la session. Un véritable défi technique, mais qui ne fait pas peur à nos 3 techniciens. Tout semble donc prêt pour que le concert voie le jour. La date du 29 janvier est fixée. Sauf qu'il y a un problème. Il pleut. Bon, évidemment, rien de grave, hein. Le concert est reporté au lendemain. Sauf que McCartney, toujours tiraillé, hésite. Lui, depuis le début, il veut une vraie scène, un vrai public. Ce concert, c'est cool, oui, mais c'est pas forcément le retour qu'il a imaginé. Alors il lève la tête et se retrouve face au sourire de son équipe. Et ça fait super longtemps que c'était pas arrivé. Get back home, sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Face à cet enthousiasme, il accepte. Le compromis est trouvé. Le soir même, les Beatles se peaufinent leur setlist, 6 à 7 morceaux à jouer en live. Le compte à rebours est lancé, le monde ne le sait pas encore, mais le lendemain, l'histoire va s'écrire à 9 mètres du sol. Le matin du 30 janvier 1969, les Beatles arrivent tard en studio. Et malgré tout, le groupe reste toujours indécis sur le concert. John Lennon qui tranche, lâchant un simple « Et merde, allez, on y va ». Quelques instants plus tard, les 4 musiciens montent sur le toit d'Apple Corps. Bon, et déjà, on peut s'arrêter un instant sur leur tenue. John porte le manteau en fourrure de sa compagne, Yoko, avec ses fameuses lunettes rondes, typiques de son style. Ringo fait de même, en empruntant un manteau rouge vif à sa femme, Maureen. Paul, lui, garde son costume, mais il porte des boots en daim très usés, ce qui contraste avec son costume chic, une touche rock'n'roll négligée typique de l'époque. Enfin, George opte pour un manteau en fourrure noire, un pantalon vert et une chemise rose, une tenue hyper colorée. Et ces tenues s'expliquent en partie parce que dehors, il fait 8 degrés. Le décor est posé, Londres en fond, les Beatles sont prêts.
1, 2, 3, 4. Georgia was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Jojo. Les Beatles se débordent d'énergie, chaque membre du groupe semblant alimenter la performance de l'autre. Les sourires échangés entre eux et leur complicité créent une atmosphère chaleureuse, même sous le froid glacial de Londres. Après presque 3 ans sans avoir fait de concert, le groupe prend un énorme plaisir. En bas, le public commence à venir. Certains cherchent même à monter sur les toits. On voit des gens de tous les âges curieux et prenant plaisir à écouter ce qui sera le dernier concert des Beatles. Bon, il y a plein de choses à dire sur ce concert. Déjà, on a John Lennon qui se trompe dans les paroles des chansons. I know this real she got blue check go. Et qui du coup demande à ce qu'on lui ramène un bloc-notes avec les paroles pour être certain de ne pas se tromper. On a Ringo qui est tellement à l'aise qu'il stoppe 2 secondes le concert pour poser sa clope. On a une interprétation de God Save the Queen, l'hymne national du Royaume-Uni, pendant que les bandes sont changées au sous-sol. D'ailleurs, cette improvisation sonne comme un clin d'œil malicieux à leur statut d'icône britannique, juste avant que leur histoire commune ne s'achève. Et enfin, on a cette toile, posée en fond. Et pour comprendre, il faut remonter quelques heures plus tôt. Le matin du 30 janvier 1969, Tom Newman, jeune artiste et musicien du groupe psychédélique Julie, décide, sur un coup de tête, de tenter sa chance en allant proposer ses tableaux au siège d'Apple Corps à Londres. Il débarque à Savile Row, ses toiles sous le bras, sans trop y croire. Il est devant l'entrée et là, par un incroyable hasard, il tombe sur son ancien voisin, Adrian Wolf, membre de l'équipe technique. Adrian intègre illico son pote à l'équipe technique en lui filant une mallette dans les mains. Et du coup, voilà Tom, improvisé membre de l'équipe technique, montant et descendant les escaliers avec le matériel du concert. Et alors qu'il a toujours ses toiles sur lui, il a une idée géniale. Profiter du concert pour y glisser une de ses toiles et avoir un peu de visibilité. Il installe donc une de ses toiles derrière la batterie de Ringo Starr, espérant capter l'attention. Caché dans un coin, il assiste là, bouche bée, à son tout premier concert des Beatles, frappé par la magie du moment. Et à la fin de cette aventure improbable, son tableau est acheté pour 25 $. Tom était venu vendre une toile, mais sans le savoir, son tableau fera partie de l'un des plus grands moments de l'histoire de la musique. Mais revenons au concert. Le concert continue dans une ambiance géniale. Mais ce qui devait arriver, arriva. La police. No, la polizia, no. Après avoir reçu une trentaine de plaintes en seulement une demi-heure, 2 jeunes policiers, Ray Scheller et Ray Dagg, débarquent rapidement chez Apple Corps. Et les employés d'Apple Corps tentent de gagner du temps en retenant les agents dans le hall. Mais bon, rien n'y fait, les policiers insistent et montent sur le toit. Ils découvrent ainsi les Beatles en plein concert. Mais Beatles ou pas, ces 2 agents doivent stopper le show. En pleine 3e prise de Get Back, les 2 policiers obligent Mal Evans, agent des Beatles, à couper les amplis. Mais George rallume aussitôt le sien, forçant Evans à rallumer aussi celui de John. Un esprit rebelle typique des Beatles. Paul voit les policiers, esquisse un énorme sourire et amusé par la scène, il improvise des paroles sur l'intervention de la police. Yeah, get back! You've been out too long, Loretta. You've been playing on the roots again, and that's no good. Cause you know your mommy doesn't like that.
she gets angry. She's gonna have you arrested. Get back! Oh, get back! Oh, yeah, 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 yeah. Les Beatles ont le sourire, mais le concert doit s'arrêter. Le concert s'achève au bout de 42 minutes. Paul remercie Maureen, la femme de Ringo, pour ses encouragements et son énergie pendant la prestation. Thanks, Mo. Et John, fidèle à lui-même, prononce une dernière phrase mythique en parlant au nom du groupe. C'est sur cette dernière phrase que le tout dernier concert des Beatles s'achève et que le groupe s'éteint. Car oui, les tensions auront eu raison du groupe malgré tout. Et quelques mois plus tard, les Beatles annoncent que c'est bel et bien fini. Cet ultime concert, c'était les dernières notes d'adieu en live, pour que le groupe finisse une bonne fois pour toutes sur le toit du monde.